Pauline va nous parler effectivement d'indicateurs essentiels euh, que sont le CO2, le méthane, l'hydrogène, à travers son implication dans le programme de recherche MetiGreen. Euh, voilà, c'est parti. Pauline, tu as la parole, tu peux partager ton écran. Bonjour à tous. Je vais vous présenter ma thèse qui porte sur l'étude des sources anthropiques du méthane atmosphérique et de potentielles fuites d'hydrogène en région Sud-PACA. Donc, je suis en troisième année de thèse. Comme il a été dit, je suis supervisée par Irène Xuerefremi au laboratoire IMBE. Donc, pourquoi j'ai choisi d'étudier le méthane atmosphérique? Déjà parce que le méthane est le deuxième gaz à effet de serre anthropique après les CO2. Il a également un pouvoir de réchauffement environ 84 fois plus fort que le CO2 sur une période de seulement 20 ans et a une durée de vie presque 10 fois plus courte que celle du CO2. Et le méthane a aussi vu sa concentration se multiplier par 2,6 depuis l'ère industrielle. Également, à l'échelle de la région, la première émission anthropique de méthane provient à plus de la moitié du traitement des eaux et des déchets, puis à environ un tiers de l'agriculture et plus faiblement des activités du bâtiment, de la production et de la distribution d'énergie fossile ou encore des feux de biomasse. Donc en fait, le méthane anthropique est un élément clé pour lutter rapidement contre l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc sa réduction est au cœur de plusieurs discussions, notamment au moment de la COP26. Il y a eu un accord entre environ 100 pays, dont la France fait partie, où les pays se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane de 30% en 2030 par rapport à 2020. Également, plus récemment, une règlement européenne adopté cet été vise à réduire les émissions de méthane, principalement dans le secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, en obligeant les exploitants à détecter et à réparer les fuites de méthane et aussi à limiter le torchage et le dégageage. Et à plus faible échelle, la région Sud-PACA établit le plan climat et veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, pour atteindre ces objectifs de réduction, on va se concentrer en fait dans la zone avec le plus fort émission de méthane. Donc, on peut voir sur la carte d'Atmos Sud qu'environ 50% des émissions de méthane proviennent du sud-ouest de la région Sud-PACA, en rouge un peu plus foncé. Et dans cette zone, il y a notamment la métropole d'Aix-Marseille et Fausbert, qui est une zone fortement industrialisée. On y retrouve aussi la station de Port-de-Bouc, donc le triangle en bas à gauche, qui mesure en continu les gaz à effet de serre et des données météo depuis juin 2021. Euh, et on retrouve aussi une autre station à l'Observatoire de Haute-Provence, donc un peu plus dans les terres, le triangle un peu plus dans les terres, qui est une station considérée comme fonds régional depuis 2014. Donc mon étude se fera principalement au sud-ouest de la région. Sauf que au niveau de la région, les estimations d'émissions anthropiques des inventaires sont souvent sous-estimées. Également, actuellement, nous avons des infrastructures gazières qui contiennent du méthane. Seulement, il peut y avoir des fuites de méthane à ces endroits, comme l'ont montré plusieurs études, notamment à Paris ou encore à Boston. Et dans certaines de ces infrastructures dans la région, ce qui est envisagé dans le futur, c'est d'y injecter de l'hydrogène à la place du méthane. Sauf que s'il y a des fuites de méthane aujourd'hui, c'est très probable qu'il y ait des fuites d'hydrogène dans le futur, car l'hydrogène est de nature beaucoup plus volatile que le méthane. Et aussi, ces fuites d'hydrogène représentent des risques, notamment pour le climat, dans la région. Donc, à partir de ces enjeux, on peut définir deux objectifs de thèse principales. D'abord, je vais essayer de réduire ces incertitudes de l'inventaire régional sur les émissions de méthane
en développant une méthode atmosphérique vraiment indépendante et complémentaire de celle de l'inventaire d'Atmosud, tout en apportant de nouvelles connaissances sur les fuites de méthane. Et ensuite, mon deuxième objectif de thèse consiste à faire une estimation des impacts climatiques des fuites d'hydrogène. Donc, pour atteindre ces objectifs, voilà comment on fait. On a établi trois axes de recherche. D'abord, on veut comprendre ce qu'il se passe dans l'atmosphère en étudiant la variabilité spatio-temporelle du méthane et de ses sources à partir des mesures en fait qui sont faites en continu au niveau de la station de Port-de-Bouc. Et cette thèse a été valorisée lors de deux conférences. Et aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai lire mon article qui devrait sortir au printemps-été 2025. Puis, dans le deuxième axe, on souhaite identifier, caractériser les sources de méthane lors de campagnes de terrain en détectant en fait des panaches de méthane sur des sites potentiellement émetteurs, puis en caractérisant la nature de la source du panache grâce à la signature isotopique. Donc je vais y revenir plus tard. Et enfin, je vais un tout petit peu me pencher sur l'étude des risques climatiques des fuites d'hydrogène en faisant des recherches bibliographiques, tout en collaborant avec une équipe de sociologues de Mésopolis. Donc aujourd'hui, on va se pencher plutôt sur les campagnes de terrain qui m'ont pris une bonne partie de cette année. Donc ces campagnes ont lieu dans quatre zones qu'on a définies. Au niveau d'Aix-en-Provence, où on a sélectionné cinq stations d'épuration. Au niveau de Fausbert, où il y a notre station de Port-de-Bouc et où il y a une trentaine de sites industriels classés Céveso 2. Et au niveau de Manosque, où il y a également la station de l'Observatoire de Provence et où il y a un site de stockage de méthane, et à Marseille avec un site de traitement des boues. Donc, je vais maintenant vous présenter les recherches de préparation pour les campagnes mobiles, notamment en prenant l'exemple de la zone de Fausbert. Donc, comment se sont déroulées les campagnes? D'abord, j'ai tracé des données, enfin les données d'estimation d'émissions du méthane par kilomètre carré qui sont présents dans l'inventaire du cadastre 2019 délivré par Atmosud. Sur cette carte, j'ai sommé l'ensemble des activités en lien avec les terminaux, les raffineries, des sites de traitement des déchets et des eaux. Et on voit sur cette carte qu'il y a des zones plus émettrices de méthane en violet que d'autres sans rien, sans cercle ou en jaune. Donc, à Fausbert, au niveau de ces fortes estimations d'émissions de méthane, on y retrouve par exemple des terminaux méthaniers et pétroliers, des raffineries ou encore une plateforme pétrochimique. Une fois qu'on a une petite sélection de lieux, comment ça se passe? D'abord, il faut qu'on aille à proximité de ces sites d'intérêt voir à quel point on peut s'y approcher, s'il y a des barrières, etc. Et voir ce qu'il se passe au niveau des concentrations de méthane, s'il y a de fortes émissions ou pas. Puis, on va répéter ces mesures pour adresser une saisonnalité et pour être sûr que ça soit pas une émission ponctuelle. Euh, ponctuelle. Et enfin, on est actuellement en train de mettre en place des conventions de collaboration avec au moins, là pour l'instant, un site dans lequel il sera possible d'y faire des mesures au plus près des infrastructures, directement dans le site, vraiment à l'intérieur du site. Également, à chaque fois qu'on va sur le terrain, on a des contraintes. Donc, on a des contraintes de proximité et d'accessibilité au site, comme je viens de vous le dire. C'est pour ça qu'on fait des repérages et qu'on ne peut pas sélectionner tous les sites émetteurs. On a des contraintes par rapport à la disponibilité de la voiture du labo qu'on utilise et de la présence de soutien humain, parce que je ne peux pas faire les campagnes toute seule. Donc, il faut vraiment qu'on accorde différents calendriers, différents agendas. Et enfin, on a une contrainte qu'on ne peut pas trop prévoir, c'est la météo. Dès qu'il y a trop de vent,
les émissions sont dissipées ou si dispersées, pardon. S'il y a de la pluie, elles sont dirigées vers le sol ou s'il y a de la chaleur, elles sont dispersées également. Donc, on ne peut pas faire des mesures tous les jours. Il faut vraiment faire attention à la contrainte météo. Donc, lors du terrain, le jour J, on va mettre des instruments de mesure, notamment des instruments qui mesurent les gaz à effet de serre qui s'appellent le Picaro. Également, on met un GPS et une station météo dans la voiture. Donc, on part faire des mesures de méthane en amont des sites et aussi autour des sites. Puis, par exemple, on obtient ces données en temps réel avec le temps T qui se trouve à droite. Et plus on va vers la gauche, plus on remonte dans le passé. Donc là, avec le premier graphique qui correspond aux concentrations de CO2, le second de méthane et le dernier de vapeur d'eau. Et quand on passe à proximité de ces sites, on détecte parfois des panaches, donc des pics. Et si c'est le cas, on s'arrête dans le panache et on échantillonne l'air. On fait également des mesures météo pour savoir où va le vent et savoir si le panache passe bien au-dessus de ces sites. Puis, on va analyser les données qu'on a récoltées grâce aux échantillons d'air et grâce aux instruments de mesure, le Picaro, le GPS et le mât météo. En ce qui concerne les échantillons d'air, on va y faire une étude de la signature isotopique de cet air. Donc, cette étude permet de distinguer les sources entre elles. Notamment, elle permet de renseigner les types de sources, si c'est une source naturelle ou si c'est du gaz. Et aussi, elle permet de renseigner sur son origine. Par exemple, un gaz provenant des Pays-Bas n'aura pas la même signature isotopique qu'un gaz provenant d'Algérie, par exemple. Et elle permet aussi de renseigner les bases de données déjà existantes dans la littérature. Puis, en ce qui concerne les données euh, de méthane et GPS, on peut faire des cartes comme celle-ci qui représente les concentrations de méthane mesurées durant les campagnes. Donc, voici un exemple du 16 juillet dernier où les vents venaient du nord-ouest-nord. Concernant les concentrations de méthane, plus c'est rouge, plus c'est concentré. Et ce jour-ci, on a mesuré, par exemple, de fortes concentrations de méthane venant d'une raffinerie ou encore d'une station d'épuration et également au niveau d'une cuve sur la plateforme de la Med qui semblerait être un réservoir d'hydrocarbures. Donc il faut bien garder en tête que ça peut être vraiment des cas exceptionnels de forte concentration. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de repasser sur ces lieux. Donc merci à tous pour votre attention. C'était vraiment une petite partie de mes recherches. Donc pour la suite de mes résultats, je vous donne rendez-vous dans un an lors de ma soutenance de thèse. Merci Pauline. De rien. Très bien, tu es dans le timing, c'est super. On va pouvoir récupérer quelques petites questions via le chat, hein. N'hésitez pas à poser les questions via le chat. J'ai vu passer une question sur les caméras. Effectivement, les caméras d'imagerie optique. Donc, pourquoi ne pas utiliser des caméras d'imagerie optique des gaz type FLIR? Est-ce que tu connais ces caméras d'imagerie optique Pas et du tout. Euh, est-ce que tu en as déjà utilisé ou voilà. Quel est par rapport au Picaro que tu utilises? non, je connais pas du tout ces caméras. J'imagine que c'est des caméras thermiques. J'avais vu que certaines personnes utilisaient ce genre de caméra pour détecter les émissions de méthane, notamment lors du torchage. Il est vrai qu'on n'avait pas cet instrument de mesure dans notre laboratoire et qu'on avait des restrictions, qu'on n'avait pas tous les instruments pour faire ce genre de mesure. Donc, on avait la chance d'avoir déjà un instrument de mesure qui s'appelle le Picaro, qui est déjà très performant. Donc, on a privilégié l'emploi de cet instrument de mesure.
Oui, rappelons que quand même c'est la mesure de référence hein, avec Oui, aussi, également, le Picaro. ouais, qui est utilisé dans le Euh, monde entier. Est-ce que en même temps que en même temps que tu mesures donc le Picaro dans la voiture, hein, tu nous as montré une photo là, Oui. tu fais les mesures de la météo en même temps? Comment ça Non, fonctionne par rapport à la provenance en fait pour a posteriori expliquer ton pic de méthane? La météo serait précieuse, non? Qu'en oui, penses-tu? tout à fait. Alors, on avait pensé à mettre le mât météo sur une remorque derrière la voiture ou même sur la voiture. On n'a pas eu le soutien technique pour faire ce montage-là. D'autant plus que ce n'est pas notre voiture, c'est la voiture du laboratoire. Donc, il faudrait à chaque fois qu'on démonte et qu'on remonte ce mât météo. On a pris enfin, on a fait le choix de s'arrêter à chaque fois qu'on voit des pics de méthane et d'y faire en même temps des mesures météo pour vraiment être sûr de la direction du vent. Également, tous les jours, enfin, avant de partir, je regarde la direction dominante du vent qui varie très, très rarement. Et donc, voilà, au moment où on fait des mesures, où on s'arrête vraiment dans un pic, on fait des mesures météo pour compléter nos données et pour vraiment être sûr de la direction du vent. Et cette direction du vent, après, elle sera modélisée par un postdoc qui arrive en janvier pour vraiment essayer de déterminer euh, la direction du vent, enfin l'origine, pardon, de la source le plus précisément possible. Donc, on a en fait un anémomètre 3D qui mesure en 3D le vent, notamment enfin, dans les trois directions, aussi pour savoir si le vent est ascendant ou descendant. Oui, c'était l'objectif de ma question, c'était revenir effectivement après à la modélisation inverse. Oui, Et donc du coup, tu es largement dépendant effectivement de la météo tout à fait. pour ces questions-là. Bon, après, on peut extraire cette donnée météo a posteriori d'autres informations existantes dans les zones, Mhm. soit des stations de Météo France, bien sûr, soit effectivement issues de modèles. Et j'avais une question en attendant que les autres questions sur le chat arrivent. Mhm. Euh, elle est coupée là. Est-ce qu'on peut me la montrer un peu plus? A-t-on des idées de taux de fuite de sites, les taux de fuite des sites de méthane que tu investigues? Alors, non, pas pour l'instant. Également, moi, je vais pas quantifier les sources. Ça sera le rôle du postdoc. Je vais caractériser les sources, vraiment être sûr que ce sont bien des sources provenant d'une station d'épuration ou d'un site de stockage de gaz. Les sources n'auront pas la même signature isotopique. Je vais Ok. juste caractériser les sources et pas les quantifier. Du coup, dans cette caractérisation, tu as dit que tu utilisais des échantillons de carbone 13 ou tu vas faire des analyses de carbone 13. Combien d'échantillons tu as? Alors, je sais que c'est largement dépendant des budgets, Tout à mais fait. on peut espérer combien d'échantillons? Alors là, je vais essayer d'envoyer parce que ça fait encore un mois, enfin ça fait un mois que j'essaye d'envoyer mes données, c'est bloqué à la douane. Donc je vais essayer d'échantillonner 50 échantillons pour l'instant et c'est ce qu'on a. Et après, on espère pouvoir en échantillonner plus. 50 échantillons sur combien de sites, du coup? Alors, on a entre 3 et 4 échantillons par site et entre un et 2 échantillons de fond, parce que j'ai oublié de le dire, mais on prend des échantillons au niveau des panaches et également au niveau du fond atmosphérique pour pouvoir comparer les deux. Voilà. Alors après, il y a une question de Damien qui nous dit que effectivement, c'est une question très importante. Vous le savez, dans le monde maritime, les compagnies maritimes se sont comment dirais-je, mobilisés pour fabriquer des navires qui fonctionnent au GNL. Mhm. Donc là, effectivement, ça a un énorme avantage pour tout ce qui est réduction des émissions de particules, de NOx, de SOx, etc. Mais
de CO2 également. Mais par contre, on a une question ouverte sur les émissions de méthane. Du coup, la question de Damien, je pense, c'est est-ce qu'il y a des manipulations, des campagnes de mesure qui peuvent être faites autour de navires fonctionnant en GNL? Je pense à Galeota de la Corsica Ferries, la Corsica Linea, qui est régulièrement sur le port de Marseille. Alors, c'est pas prévu. C'est vrai qu'on aimerait bien visiter, être au plus près de de toutes les émissions. On a vraiment fait une sélection par rapport à la proximité aussi. Si je peux pas m'approcher du navire, ça va être un peu compliqué. Il faut qu'on soit vraiment au plus près de chaque site. Donc, c'est à y réfléchir pour les prochaines visites de sites. On espère pouvoir faire au printemps. Alors, je vois qu'Henri Vortam comment dirais-je, levé la main. Est-ce qu'il peut poser sa question dans le chat? Euh, ou est-ce qu'on peut lui donner la parole? Je ne sais pas. Mais sinon, Henri, je t'encourage. Voilà, il y a donc Irène. Il y a Irène, effectivement, qui, ta directrice de thèse, qui est avec nous. Merci, Irène, d'être parmi nous et qui nous dit que nous sommes en contact avec le groupe Picto, hein, Tout à fait, oui. pour l'accès au port méthanier. Et il y a une question aussi d'Éric Chrétien qui nous dit peut-être que des drones de capteurs avec donc équipés d'analyseurs de CH4, ce serait intéressant pour les méthaniers. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, effectivement, il y a des chercheurs qui utilisent ce moyen-là. Donc, nous, on n'avait pas de capteur assez léger pour être envoyé sur des drones. Notre instrument de mesure est lourd, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Mais je sais que oui, il y a des sites industriels qui font appel justement à des chercheurs qui utilisent ce moyen de mesure. Donc c'est Très vraiment, en bien. fait, c'est des mesures vraiment complémentaires. Elles sont, elles sont toutes bien finalement. Elles se complémentent vraiment bien. Bon. Merci Pauline, merci. Je vois qu'il y a d'autres questions aussi et d'autres remarques, notamment d'Irène, hein, qui dit que nous sommes en discussion avec un collègue qui a développé un drone, mais que pour l'instant c'est qu'au début de l'investigation.